nyese madumba madumba ma Afrika ndabute nje tuse nyambe mbana nje tuse nyambe Songusu iben masangu mese kebane bese baba andi dinge bale abana yaso division absoy kala titipe Africa indépendance. Sangoumouben Abignon, bonsoir. Vous qui êtes resté tard pour cette petite veillée, ça ne va pas être très très long. Vous connaissez l'actualité. Ce sont nos frères et sœurs qui sont dans une situation de quasi-terreur en Chine, dans la ville de Canton et dans un certain nombre de villes chinoises. On ne comprend pas. On ne comprend pas comment un continent comme le nôtre, l'Afrique, matrice des civilisations, matrice de l'humanité, un continent comme le nôtre qui a 60% des réserves de matières premières stratégiques dans le monde. On ne comprend pas comment un continent qui a le nôtre, qui est la réserve de force et d'énergie du monde par sa jeunesse, on ne comprend pas comment on peut encore être en 2020 en train d'être humilié en Chine. La Chine, dans
mon pays, le Cameroun, la Chine, sur mon continent, l'Afrique, est devenue le premier partenaire commercial. La Chine au Cameroun, c'est 1 milliard de dollars d'exportation. C'est-à-dire que c'est le premier partenaire commercial du Cameroun. Le Cameroun importe pour 655 milliards de francs CFA pratiquement de Chine. Et le Cameroun exporte pour 150 millions de dollars, c'est-à-dire moins de 100 milliards de francs CFA. Le Cameroun exporte quoi en Chine? Le Cameroun exporte du bois, c'est-à-dire que les Chinois viennent prendre les matières premières les plus précieuses de nos villages et de nos villes, du couvert forestier du Cameroun, de la réserve du Dia, de toutes ces forêts de l'Est Cameroun, du Sud Cameroun, et ils l'amènent comme le bois rose qu'ils prennent à Madagascar pour la Chine. 150 millions de dollars contre 1 milliard de dollars. Regardez l'asymétrie, regardez la dissymétrie entre nos deux pays. La dernière fois, on nous a dit que la Chine a offert des masques au Cameroun. On nous a dit que Jack Ma, milliardaire chinois, multimilliardaire chinois, nous a offert des masques. On a couru, on est allé chercher. Voilà des enfants du Cameroun, monsieur le ministre des Relations extérieures Mbela Mbela. Voilà des enfants du Cameroun qui, comme des enfants du Nigeria, qui, comme des enfants du Kenya, qui, comme des enfants d'Éthiopie, qui, comme des Africains américains, qui, comme un certain nombre de nos frères et sœurs d'Afrique, sont en train d'être jetés par les fenêtres à Canton, jetés par les fenêtres à Huanan, jetés par les fenêtres dans le Wuhan, en Chine. Et monsieur le ministre des Relations extérieures, on a vu au Nigeria, aujourd'hui, ce dimanche, hier et vendredi, le ministre des Relations extérieures, des Affaires étrangères, M. Geoffrey Ogiema du Nigeria, convoqué l'ambassadeur de Chine à Abuja. Convoqué l'ambassadeur de Chine à Abuja pour protester vigoureusement contre ce qui s'est passé à l'encontre de ses compatriotes nigérians. Des Camerounais sont nombreux en Chine. Dans la ville de Canton, les Africains sont estimés entre 320 000 et 500 000, parmi lesquels environ 10 000 Camerounais qui y sont. Ils sont aujourd'hui à la rue. Ils dorment à la belle étoile. Ils ont été mis en quarantaine et certains ont été bousculés, massacrés, tapés comme des chiens dans cette ville de Canton. Et pendant ce temps, nous recevons des cartons de masques sans rien dire, sans rien broncher. Aussi topo, silence, on ne dit rien. Jusqu'à quand? Tout à l'heure, en début de cette vidéo en direct, j'ai diffusé la musique de Manu Dibango qui reprenait celle de Kabasele, l'un de ses maîtres, le Grand Calais. C'est Aye Africa. Regarde-toi, Africa, à quand ton indépendance? À quand l'Afrique va-t-elle se dire que notre premier partenaire commercial qu'est devenu la Chine, par un certain nombre de techniques, des prêts concessionnels, des aides gratuites et des dons. On a vu en Éthiopie le périphérique qui est autour de la ville d'Addis Abeba. 300 millions de dollars financés par la Chine. La ligne de chemin de fer entre Nairobi et Mombasa. 600 millions de dollars. Près de 3 milliards de dollars, autant pour moi, financés par la Chine. Il faut 4 heures désormais pour partir de Nairobi à Mombasa. On a vu à Port-Gentil, entre Port-Gentil et Libreville, 600 millions de dollars. J'ai pris des exemples de ces 3 pays pour dire quoi? Prenons le Gabon. Le Gabon a acheté en France des biens immobiliers. Depuis l'ère du père Bongo, ils ont acheté des biens immobiliers et ils ont distribué à la classe politique française près de 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros, le petit Gabon. Le Gabon qui a 240 000 km², voisin du Cameroun au sud. Le Gabon qui est un État avait à cette époque-là, moins de 700 000 habitants. Aujourd'hui, le Gabon va chercher 600 millions de dollars pour construire une route entre Libreville et Port-Gentil. Alors même que dans le même temps, le Gabon a financé la classe politique française. Chirac, Le Pen, Sarkozy, Mitterrand, le PS, le RPR, l'UMP, toute la classe politique française a été financée par un pays africain de 240 000 km² qui avait 700 000 habitants à l'époque et puis qui pouvait devenir le Dubaï ou le Koweït de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller chercher, se mettre à plat ventre vis-à-vis de la Chine. Pourquoi je parle de plat ventre? Parce qu'on ne peut pas protester contre la Chine pour une raison simple. Entre 2007 et 2017,
La Chine a investi en Afrique plus de 500 millions de dollars. 500 milliards de dollars. Les sommets Afrique-Chine sont les plus courus de nos chefs d'État. Sur 54 pays africains, il y a 53 pays, 53 chefs d'État africains. Le dernier sommet, à l'exception du roi du Swaziland, il y a 53 pays africains qui y vont. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Dans le cas du Cameroun, par exemple, le président Biya est allé en mars et en septembre 2018 en Chine. Le président Biya est allé négocier une réduction, un allègement de dette de 400 milliards de francs CFA sur un stock global d'investissement de la Chine depuis presque 20 ans au Cameroun de 3 000 milliards de francs CFA. Vous savez que la Chine, au Cameroun, donc au pays de Manu Dibango et de Douleur qui ont chanté Aya Africa tout à l'heure, la Chine a un encours de dette de 1600 milliards de francs CFA avec le Cameroun. 1600 milliards. C'est le dernier pointage de la Caisse autonome d'amortissement. La Chine finance Mbenvele, Lompanga, le barrage réservoir, Mekin. La Chine a financé l'axe lourd, l'autoroute Yaoundé-Simalène. La Chine a financé le port autonome de Kribi et un certain nombre d'infrastructures au Cameroun. Ça se passe comment? Par des mécanismes de prêt dits concessionnels. C'est-à-dire que, en général, quand on fait un prêt, il faut que tu payes sur de longues années avec des taux élevés. On a 3, 4, 5%. La Chine prête à 2%. C'est ce qu'on appelle les prêts concessionnels. Donc, sur les prêts de la Chine, nous sommes à plat ventre complètement. C'est pour cette raison que nos ministres ne peuvent pas convoquer l'ambassadeur de Chine pour dire que la honte, on ne négocie pas la dignité. On ne négocie pas son honneur. On ne négocie pas ce qu'on est comme être au monde. Or, le problème avec nous, les Africains, de manière générale, j'allais dire les Noirs dans ce monde, puisque les Africains américains sont en train de subir les contre-coups aux États-Unis et en Chine notamment, du fait qu'ils ont la couleur d'ébène, comme vous et moi, la plupart de ceux qui me regardent en tout cas. On a donc un continent qui devient extrêmement dépendant alors que le monde devait dépendre de lui. La RDC, c'est les réserves de coltan. Colombite tantalite. Le coltan, c'est ce que vous avez sur votre iPhone. C'est-à-dire que votre iPhone ne peut pas fonctionner sans la colombite tantalite, dont la RDC détient 80% des réserves. On a découvert à Poli et à Tcholéré au Cameroun. C'est ce qui va faire l'objet justement d'un travail de géopolitique que nous faisons, que je vais proposer sur ma chaîne Abdelaziz Moundendjimam. La colombite tantalite du Nord Cameroun constitue l'une des réserves d'avenir. Et c'est pour cette raison que la Chine est un partenaire stratégique du Cameroun, est devenu notre premier partenaire commercial. Tout à l'heure, je vous ai dit 3 000 milliards d'investissements au Cameroun. 1 milliard de dollars chaque année d'exportation envers le Cameroun et 150 millions de dollars d'exportation en direction de Chine, donc d'importation vis-à-vis du Cameroun. Donc on a 600 milliards d'un côté pour la Chine et on a 100 milliards de l'autre pour le Cameroun. Et qu'est-ce que le Cameroun exporte à la Chine? Le Cameroun prend son cacao, dont la fève rouge, qui est cultivée dans les terres alluvionnaires et les terres parmi les plus fertiles au monde. La Chine importe brut les fèves rouges du Cameroun. Ils en font un chocolat de grande qualité. La couverture pour le chocolat, pour les produits cosmétiques, c'est-à-dire qu'une Camerounaise, quand elle fait la yoyette ou bien quand elle fait la belle dans une soirée camerounaise à Paris ou à New York ou au Cameroun, dans un mariage ou Seychelles avec cela, puisque nous, tout ce que nous savons faire, c'est d'importer. Tout ce que nous savons faire, c'est de plagier. Tout ce que nous savons faire, c'est de copier, c'est de singer le monde. Alors que nous étions à l'avant des révolutions technologiques, culturelles, médicales dans le monde pendant 6000 ans avec la civilisation de l'Égypte antique, puis celle de la Nubie, celle de Napata, de Kerma et de Méroué, et c'est également la métallurgie de fer africaine. Donc le pays, le continent d'Imhotep, père de la médecine, père de l'architecture, est devenu un continent où les femmes africaines, avec leurs cheveux, qu'elles mettent les perruques qui viennent de Chine, les perruques qui viennent du Brésil, les perruques qui viennent d'Amérique du Sud, les perruques qui viennent d'Inde, quand elle prend son rouge à lèvres, c'est le cacao du Cameroun qui va être transformé à Canton où on est en train de jeter aux cochons, jeter aux chiens, jeter aux lions les Africains. Elle va prendre ce rouge à lèvres et se mettre sur les lèvres. Alors que c'est du cacao qui est parti du Cameroun. Qu'est-ce qui empêche les Camerounais de fabriquer les rouges à lèvres à Yaoundé, à Douala, à Tiko, à Tcholéré, à Kousseri, à Kolofata, à Mora, à Kolza, à Ngambé, à Ndjombe Penja ou à Loum? Qu'est-ce qui empêche les Camerounais de prendre le cacao, de le transformer à Bengbis, à Fumban, à Ebolova,
en Gomediap, en Balmayo. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Pour être dépendant des Chinois qui nous insultent, qui nous traitent comme de la merde. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche de transformer nos matières premières localement? Regardez les solutions africaines qui sont proposées par l'Agence universitaire d'innovation, qui est basée à Tchang, Bafoussam, Gaoundéré et Yaoundé, par des polytechniciens formés au Cameroun. Et certains de la diaspora qui sont revenus se mettre ensemble avec leurs frères. Serge Armel Didou propose des sas, des portiques de désinfection quand vous entrez dans un supermarché ou un lieu public. La ministre Marlène Tuenté, qui est ministre de la Recherche scientifique au Cameroun, et le ministre Famen Nongo, qu'est-ce qu'il va faire? C'est de riposter avec notre gros français, les phrases latines empruntées de manière complètement alambiquée. C'est de riposter à un opposant politique qui monte sa cagnotte. Alors même que le ministre Famen Nongo et la ministre de la Recherche scientifique devaient déjà être sur le terrain pour la valorisation de la recherche camerounaise. C'est-à-dire qu'on devrait déjà avoir des chercheurs camerounais qui sont en train de passer de la phase du prototypage à la phase de la réalisation et de la production en série. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous allons prendre le prototype, nous l'allons envoyer en Chine, on va le produire et il va être ramené au Cameroun. La Chine procède au Cameroun comme dans d'autres pays. On a vu en Angola. Regardez ce qui s'est passé en Angola, mes frères et sœurs. L'Angola est aujourd'hui extrêmement dépendante de la Chine. Quand la Chine vous donne 20 milliards de dollars, on a vu également ça, le cas avec le Kenya, ou le port de Mombasa, qui a été financé à hauteur de 3 milliards de dollars par la Chine. Donc, relier la ville, la capitale, Nairobi, la capitale du Kenya, le pays de Jomo Kenyatta, on relie la capitale au port de Mombasa. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la Chine dit aujourd'hui que puisque le Kenya est en déficit de paiement, le Kenya ne peut pas payer, on va s'accaparer du port de Mombasa. Et ils sont en train de faire ça sur tout le continent. C'est-à-dire que les 400 milliards de dollars qui ont été investis par la Chine en Afrique depuis 2000 servent aujourd'hui à récupérer de la matière première à vil prix. Il y a beaucoup de pays africains qui ne disposent plus de leur pétrole. Nous, au Cameroun, la Chine est devenue la deuxième part de marché. 30% du pétrole camerounais est exploité, foré, exploité par la Chine et exporté vers la Chine. 30% du pétrole. Progressivement, ils vont ronger des parts de marché. C'est-à-dire que la Chine, dans sa façon de procéder, va devenir la France-Afrique d'hier qui nous a foutus complètement dans une sorte d'étouffoir. La France-Afrique, vous savez ce que c'est. C'est cette politique cynique, criminelle que la France a menée sur le continent africain et dont le Cameroun a été l'un des bastions, l'un des laboratoires et l'un des terreaux d'expérimentation. C'est que la France-Afrique, c'est quoi? C'est que vous avez un ingénieur. Des Français, on vous dit, les programmes de coopération, c'est 400 ou 500 millions de francs CFA. Et la France envoie chez nous, au Cameroun, par exemple, des experts français. Quand à la radio, Charles Ndongo, Alain Bélibi, ou Denise Epoté, ou à la télévision Barbara Nkono, nous disait que le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Santé, le ministre de la Recherche, le ministre, que sais-je encore, du Tourisme ont signé un accord avec la France, l'argent revenait à Paris par différents moyens, par les dessous de table, par la corruption, par le fait qu'on vous donne 400 millions et on paye les fonctionnaires français qui vont aller consommer des produits importés de France à travers des magasins comme Score. Voilà comment les Africains, nous avons fonctionné depuis longtemps. Une mentalité de dépendance, une mentalité où on singe les autres, ou une mentalité où le Camerounais qui mange dans les feuilles, le coquille, le coq ou le ngondo est considéré comme un villageois. Et celui qui mange avec la cuillère sur la table organisée, on dit qu'il est un blanc. Quand un Camerounais est propre, il lave sa chemise, on dit que c'est un blanc. Bakala au moins, mais on dit ouais, c'est les blancs en haut et les noirs en bas. Cette mentalité-là a été complètement préjudiciable. Elle nous a décimé le cerveau, au point où tout ce qui est bien est ce qui vient d'ailleurs. Tout ce qui est bien est ce qui vient de Chine aujourd'hui et ce qui venait de France et des États-Unis hier. Moyennant quoi, on n'existe pas. On n'a plus d'âme. Les Africains, l'âme des Africains, c'est quoi? Vous croisez un frère Bamoun, un type qui est Bamoun, qui s'appelle Chari, qui s'appelle Moundé, qui s'appelle Njoya, qui s'appelle Nkwotu, qui s'appelle Atemen Jompo. Il vous dit Assalamu alaikum. Quand vous lui répondez Moussango Mouben Nawa en Douala, il vous dit mais toi tu parles déjà le Douala. Mais moi je lui réponds mais mon frère tu viens de me parler une langue qui est totalement étrangère à ma culture, à l'Afrique qui est l'arabe.
totalement étrangère. Et tu t'étonnes de ce que moi je parle une langue qu'il suffit de traverser le Nkam. Tu t'étonnes en tant que Bamoun que moi, Abdelaziz Moundé, Bamoun, fils du Cameroun, de l'Afrique, je parle le Douala, une langue africaine, authentiquement africaine, qui est liée au Lingala, qui est liée aux langues du Ngala, qui est liée aux langues des Kota, qui est liée aux langues des Mboshi, dans le nord du Congo. Tu t'étonnes de ce que moi, Abdelaziz Moundé, je parle le Douala en tant que Bamoun. Tu me dis Assalamu alaikum. D'où sort Assalamu alaikum dans notre culture? D'où sort Assalamu alaikum dans la langue Bamoun? D'où sort Assalamu alaikum dans les langues Bantou? D'où sort Assalamu alaikum dans les langues du Cameroun? Ça sort d'où? Quand je fais cette incise-là, c'est pour vous dire le niveau de dépendance, le niveau d'aliénation que nous avons atteint sur le continent africain. Et c'est en rapport avec ce qui se passe en Chine. Parce qu'on est toujours en train d'aller se coucher devant les autres. On est toujours en train d'aller demander, quémander, être des larbins devant les autres. Vous avez en France des Camerounais qui font des vidéos en direct pour dire que je suis français, mon enfant est français. Des Camerounais. Et qui aspirent à diriger le Cameroun, qui parlent des problèmes du Cameroun, qui vous disent, moi je suis français, mes enfants sont français, les mondes des Soseleki, les mondes des c'est quoi, ils font même quoi et tout ça en France, je suis fonctionnaire français. Vous vous rendez compte du degré de ce que nous avons dans la tête? C'est-à-dire que la question du statut de l'Africain, c'est qu'il a des papiers en France et il insulte son frère africain qui n'a pas de papier. Mison et Mestre sont les premiers Français qui sont entrés au Cameroun, qui sont allés qui ont remonté la Benoué. Mison et Mestre, les premiers Français. Nous sommes en 1892 à peu près. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le visa qui a été accordé à Mison et Mestre là-bas par les Lamido dans le nord, par les Lawan, par les Diaoro? Quand Pout-Kamer et Nachtigal entrent chez nous au Cameroun, est-ce que quelqu'un peut me présenter le visa? Le visa, un seul papier, un seul document que le premier Allemand qui est venu négocier avec Di Mekwale, avec Di Kapondo, avec Ndumba Lobe, qui est venu négocier ce traité absolument, mais absolument ridicule qui a été signé sur le bateau Le Mauvais, qu'a dénoncé avec vigueur et courage Kouma Mbappé, le premier résistant camerounais, qui avait dit à ses frères, vous allez signer un document sur un bateau de guerre. Et mal lui en a pris, parce que ses frères qui avaient signé ce document-là, qui avait signé avec les Allemands, eh bien, quelques temps après, qui était prophétique, finalement, on est venu raser la ville de Bonabéry et de Bonapriso. Pour lui dire, voilà, pour le remercier, pour remercier Kouma Mbappé, qu'on appelait Lok-Priso. De cela, on est venu raser sa ville et qu'il a défendu. Aujourd'hui, à Berlin et à Tübingen, sa proue royale, ce qu'on appelle le Tanguay, est là-bas. Les Allemands l'ont emporté. Les Allemands ont emporté cela comme trophée de guerre. Et qui parle de ça? Quel Camerounais peut parler de ça? Un Bafia peut défendre la proue de guerre d'un Douala. Un Bamoun peut défendre la proue de guerre d'un Douala. Un Bassa peut venir défendre le fait que le trône d'un roi Bamoun est séquestré au Quai Branly en France. Voilà nos problèmes. Voilà nos problèmes qui sont africains authentiquement. Quand le professeur Mira nous a insultés comme des chiens, nous a lavés comme des malpropres avec son propos. Et il faut que les Africains de France le sachent. Si nous ne faisons pas condamner le professeur Mira, nous allons continuer à être des larbins, à être des lâches, à être rien que des médecins, des avocats, des journalistes, des infirmiers, des aides-soignants de talent, de grande qualité qui vont gagner leur vie. Mais la question de la dignité est plus centrale que tout ça. Le professeur Mira a insulté chaque Noir, chaque Africain qui vit en France. Il a dit que nous ne sommes que le terrain d'expérimentation de toute la merde du monde. C'est-à-dire qu'on peut tout expérimenter chez nous. Et donc, il n'y a pas un seul avocat camerounais de France, un seul avocat africain de France qui a appelé ses frères et ses confrères pour dire non, stop, on arrête cela. On ne veut plus cela. On ne veut plus qu'on ait été traité comme ça. On ne veut plus que votre république en France soit une république qui ne proclame que des droits, qui ne proclame que des lois et soit aveugle sur le noir, soit aveugle sur l'Africain. Parce qu'il y a toujours un Africain pour vous dire, oui, je suis le seul Africain de ma boîte, je n'ai jamais connu de racisme en France. La faute, c'est aux Africains de Château-Rouge parce qu'ils font du bruit. Vous savez, le bruit et la fureur que les Français ont fait en Afrique, les Français n'ont fait essentiellement que du bruit et de la fureur et de la terreur sur notre continent. Jamais la France ne nous payera ce qu'elle nous a pris sur le continent africain. Les hommes, l'argent, les ressources minières. La France ne payera jamais. Même si la France doit donner 3 000 € à chaque Africain, la France ne réussira jamais à nous indemniser du mal qu'ils nous ont fait. Du mal et de la spoliation qu'ils nous ont fait. Il faut que chaque Africain se mette cela dans la tête. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques et c'est notre histoire.
Parce que souvent, les gens me disent, oui, je ne suis pas d'accord, ou je t'aime bien, tu es une bibliothèque, tu es intelligent, etc. Mais je ne suis pas souvent d'accord. Je suis absolument d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on est dans une confrontation d'idées, un partage d'idées. Mais il y a des questions qui ne relèvent pas de ma modeste personne et d'Abdelaziz Moundé. Ce sont les statistiques. La France a pris au Cameroun. La France a pris au Cameroun via le travail forcé. Vous savez que dans notre pays, le Cameroun, les amis, nous qui sommes devenus résidents en France, ou ceux qui sont devenus français, votre pays d'adoption, la France, où vous avez pris la nationalité, ce pays où je vis, a utilisé les Camerounais pendant plus de 100 ans sans payer un franc. Ça s'appelle le Ndjok Massi. C'est dans les tunnels de Ndjok. Et l'État du Cameroun a soumis à l'UNESCO depuis 2016 un dossier pour que les tunnels de Ndjok rentrent dans le patrimoine immatériel de l'humanité. Pour que l'humanité reconnaisse le mal qui a été fait là-bas. Quand vous entendez les Camerounais dire le Ndjok Massi c'est quoi? C'est des gens, vous imaginez un Africain, un Français, vivre ici. Regardez comment le président Macron et Édouard Philippe multiplient les mesures pour qu'il y ait le chômage partiel, pour que les entreprises ne subissent pas le contre-coup malgré la récession du Covid-19, donc du coronavirus. Pourquoi vous pensez que nous, on va laisser le fait que les Français, les Occidentaux sont venus chez nous, ils sont venus par Bimbia, ils ont introduit toutes sortes de choses, de maladies, oui des maladies. On va en venir. J'entends et les Chinois nous parler. Les Chinois nous dire que nos frères nigériens, que nos frères camerounais, que nos frères éthiopiens ont introduit quoi? Le coronavirus, une maladie pneumonaire, une pneumopathie, dont on a découvert le premier patient zéro de l'histoire de l'humanité de ce Covid-19. Quand le 11 février dernier, notre frère d'Érythrée, qui est directeur général de l'OMS, Abraham Tedros, il a nommé ce virus-là, qui était complètement... c'est-à-dire qu'on était dans l'incertitude, parce que les coronavirus, c'est une famille, avec des maladies pulmonaires respiratoires qui avaient déjà frappé l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est, pas l'Afrique, l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est avait été frappée en 2002-2003, ça s'appelait le SRAS. Donc une variété de ces coronavirus. Ce sont des virus avec, c'est ça qu'on les appelle corona, avec des couronnes, sont des molécules de graisse, et qui contiennent des protéines, justement, qui éclatent quand elles entrent dans vos cellules et puis qu'on foute la merde, si vous me passez l'expression. Alors, le premier cas a été découvert le 17 novembre 2019 dans la province du Wuhan, dans le centre de la Chine. Mes amis chinois, retenez ça. Le premier cas de coronavirus, de Covid-19, dont le nom a été donné le 11 février dernier par le directeur général de l'OMS, donc pour coronavirus disease 2019, donc Covid-19. Le premier cas, c'était un Chinois de 55 ans. Pas un noir, pas un type avec un gros nez comme le mien. C'était un Chinois qui l'avait. Un Chinois qui l'avait. Et le deuxième cas, c'était le 15 décembre. On était à 20 cas le 15 décembre. Et le 20 décembre, on était à 60 cas. À 60 cas. Donc du 17 novembre, avec le premier cas chinois de 55 ans, on est à 60 cas fin décembre. Et le 31 décembre, l'OMS se saisit de la question. C'est à Wuhan, dans le centre de la Chine. Et entre-temps, le marché des fruits de mer de Huanan est celui où on a découvert pratiquement 200 cas de personnes infectées au coronavirus. D'où vient-il, vous, que mes amis chinois, ces personnes chinoises, nous imputent à nous, Africains, alors même que les recherches ont été faites par le Centre de recherche technologique et scientifique et médicale chinois pour attester. Et c'est sur la base, justement, de ces prélèvements sur 4 virus et 2 bactéries, donc justement un certain nombre de molécules qu'ils ont prélevées, qu'on a commencé effectivement à étudier le génome de ce virus-là. C'est en Chine, dans la province du Wuhan, dans le centre de la Chine, que le 17 novembre dernier, l'humanité a découvert le patient zéro du coronavirus, infecté à coronavirus. Un virus qui rendait un tout petit peu, qui affolait un tout petit peu les chercheurs. Et on a suivi, pour ceux qui suivent l'actualité liée au coronavirus, toute l'odyssée autour de professeur Raoult, où on avait déjà, à l'Institut Pasteur à Paris et dans un certain nombre d'instituts, était dans ce qu'on appelle l'invention, puisque dans la recherche scientifique, l'invention, c'est quoi? C'est celui qui découvre les propriétés ou la nocivité d'un virus, d'une bactérie ou d'un microbe.
Voilà donc des gens qui ont découvert chez eux un malade, un patient le 17 novembre de 55 ans, qui le mois après, sur un marché de fruits de mer à Wannan, ont découvert 200 cas fin décembre. Et puis, le mois a été ponctué et rythmé de découvertes. 20 cas le 15 décembre et le 15 décembre et 60 cas le 20 décembre. Et plus tard, le 11 février, on nomme cette maladie parce qu'elle était appelée maladie X. Le directeur général de l'OMS, notre frère d'Érythrée, a nommé cette maladie Coronavirus Disease 2019, donc Covid, donc l'acronyme Covid-19. Voilà comment ça s'est passé. Parti de Chine, au point où Donald Trump, d'ailleurs, a qualifié ça de virus chinois dans sa veine provocatrice. Et aujourd'hui, vous accusez les Nigérians parce que vous les avez contaminés au ce virus-là. On ne peut pas vivre à côté de vous sans être contaminé, puisque ce sont justement des gouttelettes respiratoires, des postillons. Quand vous éternuez, quand vous toussez sur les marchés en Chine, les Africains sont présents à Canton, dans le Wannan, dans ce marché de Wannan, dans le Wuhan ou dans ce marché de Wannan. Vous avez toussé, vous avez éternué, vous avez contaminé les Africains. Et maintenant, avec votre racisme, ce racisme-là qui touche essentiellement dans ce monde les Noirs, je persiste et je signe. Le racisme touche essentiellement les personnes noires dans le monde. Que l'on soit en Chine, que l'on soit en France, que l'on soit en Amérique, que l'on soit dans n'importe quelle partie du monde, ce sont les Noirs qui sont les plus victimes de racisme dans cette terre, sur cette terre. Alors que ce sont les personnes noires qui viennent d'Afrique qui ont le plus apporté à cette terre. Les Américains, aujourd'hui, les Français, les Anglais sont venus prélever l'homme, la matière première essentielle, l'homme, la force de l'homme chez nous. Regardez tout l'océan, toute la Méditerranée, elle est tapissée de corps. On nous dit qu'on a amené 20 millions de personnes aux Amériques, vers les Caraïbes ou vers Nantes. Parce que les Français, sur les côtes de France, il y a le sang, il y a l'horreur. À Nantes, à Saint-Étienne, à La Rochelle, à Bordeaux. Ce sont des villes qui sont bâties par le sang des Africains. Par le sang des Africains qu'ils ont exploité dans les plantations de canne à sucre à partir de 1629, quand Richelieu a décidé de mettre en place cette exploitation. Et en 1685, Louis XIV, avec son ministre de l'économie et de l'industrie, Colbert, ont mis en place le Côte Noire. Et ça, c'est après 1000 ans de traite arabo-musulmane. 1000 ans de traite où on a émasculé les Africains. La première révolte dans le monde d'esclaves, c'est la révolte des Anges. Zanj, c'est en Bagdad aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Irak. C'est à Bagdad, la première révolte des Anges. Les Anges, les Anges, ce sont les Noirs dans la langue arabe. La première, on est en 888. 888, les Noirs se révoltent en Irak. Les Noirs se révoltent en Irak parce que ce sont les gens qu'on a castrés, ce sont les gens qu'on a émasculés, ce sont les gens qu'on a jetés dans le golfe d'Aden. Ce sont les gens qu'on a jetés dans la mer Rouge, dans la mer Noire. Et nous sommes toujours en train de dire à nos frères que nous sommes pleurnichards. Nous sommes toujours en train de dire à nos frères que oui, vous pleurez. Quand les Juifs pleurent, qui les traitent de pleurnichards? Les Juifs viennent de faire en France le Centre européen du judaïsme. Ils ont un musée de l'histoire de la Shoah. Tous les jours en France, on parle de la Shoah. Tous les jours en France, on parle de ce qui s'est passé en 1945. Et alors, quand vous parlez de ce qui s'est passé depuis 400 ans concernant les Africains, depuis 1400 ans, traite arabo-musulmane et traite occidentale, on ne veut pas que vous parliez. On vous dit que vous pleurnichez. On vous dit qu'il faut travailler. Qui travaille le plus que les Noirs? Les Noirs, les Africains en France sont ceux qui se lèvent le plus tôt. Allez dans le métro, allez dans les trains le matin, à 5h, à 4h30, à 5h. Ce sont les Noirs qui sont dans le métro. Le soir pour rentrer, ce sont ces mères africaines, ces mères maliennes, ces mères congolaises qui ont tout nettoyé, qui ont nettoyé les choses, qui ont nettoyé la mer dans les immeubles à Paris qui rentrent. Et vous continuez à dire qu'il faut travailler, qu'il ne faut pas pleurnicher. Pendant ce temps, la Chine vient sur le continent africain en train de faire de la préemption sur les matières premières en Angola, en train de faire de la préemption sur les infrastructures en Angola, au Zimbabwe, en Zambie, en Ouganda. Il a fallu que des personnes soient en train de travailler sur le continent africain sur la question de local content, comme mon frère et ami Hervé Lado.
Mais avant qu'on ne travaille sur cette local content qui a été portée par le Nigeria, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, le local content, c'est quoi? Pour faire simple, c'est que dans un lien avec la Chine, dans une construction d'infrastructures, la Chine vous donne de l'argent parce que la Chine procède comment? Ils viennent par Exim Bank China ou ICM ou d'autres banques chinoises, ils vous donnent de l'argent. Ils vous donnent de l'argent et ils amènent tout, le matériel et le personnel. Ça s'est passé au Cameroun, on a vu ces scandales-là, où vous avez des projets de barrages, des projets d'infrastructures, comme cette autoroute Yaoundé-Simalène, ou l'Olabé-Kribi, dans le prolongement du port autonome de Kribi, qui a été construit par une entreprise chinoise sur les fonds d'Exim Bank. Eh bien, quand ils viennent avec tout le personnel. Les Nigériens ont dit, on n'en veut plus, on va réduire la proportion de personnel nigérien et on va mettre un certain nombre, le personnel chinois, on va mettre un certain nombre de Nigériens. Et ça s'appelle le local content. Et puis également, avoir beaucoup plus de contenu africain dans ce que la Chine propose. Au Cameroun, dans les technologies, dans le transport. Oui, la Chine, c'est Abdoulaye Wade et un certain nombre d'autres pays et d'autres présidents africains qui ont l'habitude de le dire, puisqu'ils sont 53 à aller dans les sommets Afrique-Chine. Mais je veux savoir quand est-ce que le sommet de l'Union africaine aura la même importance, la même densité que les sommets Afrique-Chine. Parce que nous sommes des mendiants, parce que nous sommes quémandeurs. Comment on peut être assis comme sur ce canapé sur de l'or? Comment on peut être assis sur de l'or et on va quémander? Comment on peut être assis sur du diamant et on va quémander? 40% des réserves de diamants dans le monde. Un peu plus selon si on va dans les statistiques moins informelles. Nous avons du diamant, nous avons de l'or. Mais regardez qui sont propriétaires de notre or. C'est le Vatican, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Italie. Comment le Vatican a des réserves d'or plus importantes que le Mali? Le Vatican, c'est tout petit comme ça, c'est comme un quartier de Douala. Mais le Vatican a des réserves d'or plus importantes que le Burkina Faso, que l'Est du Cameroun, alors que nous en produisons. Comment ça se passe? La France est détient le troisième stock d'or dans le monde. Où est-ce que dans les eaux de France, dans les terroirs de France, on produit de l'or? Dites-moi. En Guyane? Oui, vous allez me parler de la Guyane. Vous allez me parler d'un certain nombre de territoires, puisque ce sont les territoires et les départements d'outre-mer. Oui, on va le dire. Mais j'ai envie de dire que si elle possède cela, c'est parce que nous avons continué un système. Et la crise du coronavirus, du Covid-19, doit permettre à l'Union africaine. Parce que le Cameroun, c'est l'ambassadeur d'Éthiopie à Paris qui me disait personnellement, il y a exactement 1 mois et demi. Il me disait, Abdelaziz, mon frère, mon jeune frère, si l'Éthiopie se développe et que le Cameroun est sous-développé, l'Éthiopie ne peut pas être heureuse. Si le Mali est développé et le Sénégal est dans la merde, le Mali ne peut pas être heureux. Si l'Ouganda est en haut, comme on dit au Cameroun, et que le Cap-Vert a la traîne, on ne peut pas être heureux. Il faut que nous ayons la dimension africaine. Je viens de voir qu'on a nommé Tidiane Thiam comme coordonnateur du programme de réflexion sur les solutions africaines face au coronavirus. Je n'ai pas envie de dire que c'est tard. On a notre sœur camerounaise, africaine, qui est directrice, qui est secrétaire exécutive de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, enfin la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui est Addis Abeba, qui avait pointé que les difficultés qui seront celles de l'Afrique, si ça va jusqu'en juillet, la situation peut être amortie, c'est-à-dire qu'on peut avoir une baisse de croissance africaine de 2 à 3%, mais si ça va au-delà de juillet en septembre, c'est 20 à 30, 40 millions d'emplois en Afrique qui sont compromis. Déjà, le secteur touristique, c'est mort. Le secteur touristique, c'est mort. Avec la fermeture des frontières, avec la fermeture de frontières de l'espace Schengen. Le Cameroun, en gros, qui n'est pas encore une destination touristique, le Cameroun accueille environ entre 400 et 600 000 personnes par an. Et parmi ces 400 à 600 000 personnes par an, un gros du contingent vient d'Europe et d'Amérique via la diaspora et via les touristes français.
Personne ne viendra plus puisque les frontières sont fermées. On fera comment? Dans les hôtels, dans un certain nombre d'infrastructures, sur un certain nombre de sites touristiques. Et alors, comment on imagine ça? Si nous, on circulait déjà sur le continent, si nous, on était déjà unis, si la zone de libre-échange africaine, au lieu que le président Biya ne va pas au sommet de l'Union africaine, le Cameroun n'a pas de double drapeau. Regardez les drapeaux au Cameroun. Il n'y a pas le drapeau de l'Union africaine au Cameroun dans aucune institution. Au Palais de l'Unité, ça n'existe pas. Au ministère des Relations extérieures, ça n'existe pas. Dans aucun ministère. Comment voulez-vous que l'enfant qui est à Tiko, à Manfé, à Douala, à Bepanda, à Newbel puisse avoir une conscience panafricaine, une conscience africaine, quand le président du Cameroun ne s'intéresse pas à ces choses? Alors que Aïma Douaïdjo, son prédécesseur, était parmi les pères fondateurs en 1963 et a signé la charte de l'OUA, la charte fondatrice de l'OUA. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous que nous soyons aussi dépendants des autres, de la Chine aujourd'hui? La Chine est devenue le premier partenaire commercial du Cameroun. C'est notre premier exportateur et c'est notre 5e client. Mais c'est le premier partenaire financier du Cameroun. Ils ont le stock de dette le plus important du Cameroun aujourd'hui. Si la Chine veut s'accaparer le port de Kribi dans 10 ans, comment on va faire quand on ne sera pas en mesure de rembourser la dette? Si nous n'avons pas de programme, parce que le président de la Commission de l'Union africaine vient de proposer un allègement, comme Macky Sall, et un allègement de la dette et un effacement de la dette. Toujours le même cycle. Il y a un programme qui a été mené avec ce qu'on appelle les institutions internationales. Ça a permis de réduire de 100% du PIB, donc de la richesse produite en Afrique, dans le stock de la dette, de 100% du PIB à 50%. Maintenant, on est revenu dans les proportions de 70%, parce qu'on s'endette continuellement. On s'endette et on s'embête. On s'endette et on s'humilie. On s'endette et on est toujours stigmatisé, mis à l'index. Comment on peut avoir du diamant et être pauvre? Comment on peut avoir de l'or et être pauvre? Qu'est-ce que ça veut dire? De Beers, à Anvers, quand vous allez en Belgique, on taille et on polit le diamant. Nos sœurs, quand elles veulent se marier, achètent du diamant taillé en Belgique. Alors que nous avons du diamant à l'est du Cameroun. Nous avons du diamant au Botswana. Nous avons du diamant en Namibie, en Centrafrique, en Sierra Leone. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'ensemble, de mon point de vue, des ministres des Affaires étrangères convoquent les ambassadeurs chinois, que nous refusions de manière claire les masques qui viennent de Chine. Produisons nos masques en Afrique. Il y a des protocoles là, les instituts et les facultés de médecine en Afrique ne peuvent pas diffuser les protocoles, comme il y a celle des solutions hydroalcooliques. Les solutions hydroalcooliques, c'est d'une simplicité enfantine. On ne peut pas faire des solutions hydroalcooliques, on ne peut pas faire des masques. On est obligé d'attendre Jack Ma, un milliardaire chinois, pour nous offrir des masques. On ne peut pas mettre les Camerounais à Fumban, les Camerounais à Bafoussam, les Camerounais à Garoua, les Camerounais à Banjul, les Camerounais à Ngomediap au travail pour fabriquer massivement des masques et les accompagner. On attend un milliardaire chinois pour porter des masques, pour fabriquer des masques. On a des sœurs en Île-de-France. Moi, j'en ai contacté une l'autre jour. Et en Île-de-France, elle fabrique des masques selon le protocole de Grenoble. Une sœur que je salue, d'ailleurs. Anne Coutu qui est à Ménécy, en Île-de-France, elle fabrique des masques avec un protocole du CHU de Grenoble. Comment on peut avoir de la mélanine à gogo comme ça? Une peau mélaninée à gogo, comme disait Donny Elwood dans sa chanson. Et être comme ça. Au Cameroun, tout ce qu'on fait, c'est des palabres. C'est des palabres sur les femmes Ndongo, c'est la Tangandi, sur Kamto, sur ce qu'il aurait fait à longueur de journée. On ne peut pas s'entendre sur l'essentiel dans notre pays. Quand quelqu'un veut être fort au gouvernement, il faut qu'il attaque Kamto. Quand quelqu'un veut parler, montrer à Biya, il faut qu'il fasse mettre en prison Eric Golf Kwachu. Pour dire qu'il a prêté sa carte de presse à Calibri à Paris pour qu'il interpelle Macron. Voilà ce que nous sommes forts, hein, notre fort au Cameroun. Le Cameroun ne soutient pas sa recherche. Le Cameroun ne soutient pas ses enfants pour fabriquer, produire, innover. Le Cameroun stigmatise sa diaspora. Le Cameroun n'a pas de lien fort avec sa diaspora. Oui, les masques sont en train d'être confectionnés au Cameroun. Oui, d'accord, mon frère. Je suis totalement d'accord. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas une politique organisée. Ce ne sont pas des politiques publiques. Ça va être un coup. Chacun va fabriquer. Il va faire tester, vendre à 500 000 francs. On ne parle pas de ça.
On parle d'un système organisé, cohérent. Regardez ce qu'a fait le Sénégal. Le Sénégal a reçu, le président Macky Sall a reçu tous ses opposants. Ce n'est pas le Premier ministre qui reçoit les opposants, c'est le président de la République. Il est où? Vous n'avez pas honte, on n'a pas honte d'avoir un président qui nous snobe, qui avec son arrogance. Le président Biya est caché, le président Biya est confiné, il ne parle pas et on nous parle de ses silences. De ces silences. Le président de la République doit assumer ses missions au sens de l'article 5 de la Constitution, au sens de l'article 6 de la Constitution, au sens de l'article 7, 8, 9 de la Constitution. L'état d'urgence humanitaire. La représentation de l'État, pas le Premier ministre, pas le secrétaire général, pas Malachi, que je salue ici, mais le président de la République. On est un pays qui devrait être l'un des plus valeureux en Afrique. Regardez les statistiques du coronavirus. 12 000 cas en Afrique. 12 000 cas en Afrique. Près de 600 décès. Mais au Cameroun, nous sommes pratiquement à 900 personnes. 900. Et ça va monter. On craint 450 000 cas en Afrique. Et le Cameroun, on sera au moins au bas mot. On sera au bas mot entre 5 et 10 000 cas touchés. Parce que les statistiques officielles aujourd'hui minorent le nombre de cas face aux questions à la fois d'incubation et de propagation du virus. Comment on va faire? On a un pays où on n'arrive pas à nous dire quelle sera l'incidence sur le budget de l'État. On a des députés qui s'opposent à deux autres députés de l'opposition. Cabral Liby, Joshua aussi. On est là dans le bavardage. On ne peut pas nous dire comment on va gérer la crise qui est en train d'arriver. On ne peut pas nous dire. Est-ce qu'on va faire un collectif budgétaire? Parce qu'on n'aura pas le même budget de 4 951 milliards. C'est fini. On n'aura pas les recettes pétrolières de 444 milliards. C'est fini. Le prix du pétrole est en deçà de 30 $. On est à 20 $. Après avoir fait une hypothèse à 52, 57 $. C'est fini. On ne parle pas de ça au Cameroun. On est dans l'invective sur les forums WhatsApp. On s'insulte. Les Bamileke, les Ekans, les opposants, l'opposition de l'opposition. C'est tel, l'autre est tel. L'autre est contre Libye, l'autre est contre Joshua, l'autre est contre Kamto. Pendant ce temps, nos frères meurent au Nigeria. Le ministre de la Relation extérieure ne peut pas convoquer l'ambassadeur de Chine. On est là dans les histoires de Bamileke qui n'auront jamais le pouvoir. Dans les histoires de nous, les Ekans, nous allons rester au pouvoir. C'est quoi ça? On n'est pas à la hauteur des enjeux. À la hauteur des enjeux. Voilà la Chine. Voilà la Chine. La récession est là. Elle est déjà présente. Le Cameroun qui n'arrivait même pas à atteindre les 4-5% nécessaires pour que sa stratégie de croissance et de l'emploi définie par elle-même entre 2007 et 2010, que le Cameroun n'arrive pas. Le Cameroun aura une croissance moindre pour des raisons mécaniques liées au ralentissement du commerce extérieur, liées au ralentissement du commerce intérieur. Donc voilà la situation de notre continent. Et aujourd'hui, il faut voir les problèmes à l'échelle globale, à l'échelle africaine. Notre continent qui a un certain nombre de dispositions, le plan des Lagos de 1981, la déclaration, vous savez que d'Abuja en 91, le plan d'Abuja en 91, la charte elle-même, les déclarations de site de 99 et la charte fondatrice de l'Union africaine. On n'arrive pas à implémenter le programme africain de développement des infrastructures, le programme agricole africain, la zone de libre-échange, la monnaie unique africaine, la banque centrale africaine. Il y a une union, il y a une association des banques centrales africaines. Que fait-elle? Le Cameroun est censé abriter le siège du Fonds monétaire africain. Muammar Kadhafi avait provisionné l'ensemble des dépenses liées à la mise en place des structures des États-Unis d'Afrique à près de 50 milliards de dollars. On a été complice de sa mort. On a accompagné Nicolas Sarkozy dans l'assassinat de Muammar Kadhafi. Et voilà la situation dans laquelle nous sommes. Le Cameroun doit abriter le siège du Fonds monétaire africain. C'est inscrit sur les textes africains. L'Égypte l'a abrité, l'Institut d'émission. Le Nigeria, la Banque centrale africaine. Voilà comment l'Afrique devrait, à la face du monde, affronter cela. La recherche scientifique africaine. Combien de chercheurs africains vous connaissez? Notre frère béninois qui a produit un médicament Apovide, l'Artemisa, les frères africains qui sont combattus par les milieux de la recherche, qui sont combattus par les lobbies
de la recherche scientifique. Comment on les soutient? Comment on les soutient? Voilà la situation, voilà nos problématiques. Ce n'est pas le Congo, ça, ce n'est pas le Djapap, ce n'est pas la oula. C'est sérieux ce dont on parle. C'est sérieux la situation du Cameroun, c'est sérieux la situation de l'Afrique. Nous ne sommes pas en train, aujourd'hui, ce soir, de stigmatiser qui que ce soit. Nous ne sommes pas en train d'invectiver qui que ce soit. Cette soirée de soutien à nos frères et sœurs du Nigeria, du Cameroun, du Togo, d'Éthiopie, qui vivent à Canton, qui vivent en Chine, qui vont être stigmatisés parce qu'on a découvert des cas de coronavirus, elle doit nous interpeller encore si on n'était pas assez interpellés. Elle doit nous sensibiliser encore si on ne l'était pas. Ce sont des sacrifices que chacun d'entre nous doit faire. On ne peut pas uniquement dénoncer le propos raciste du professeur Mira sans dénoncer la façon dont nous sommes gérés. C'est ce que j'ai dit à mon frère Samuel Eto'o. On ne peut pas soutenir la manière dont le Cameroun est géré et dénoncer les racistes. Les deux vont ensemble. Parce que le raciste se nourrit aussi de cela. Le raciste se nourrit aussi de ce qu'au Cameroun, il n'y ait pas d'infrastructure, de recherche, en même de faire que ce que le professeur Kamsukom, le professeur Anomangou et bien d'autres ont produit soit valorisé. On ne peut pas dénoncer le professeur Mira quand nos États accordent des permis de recherche à des laboratoires pharmaceutiques européens qui viennent tester sur des prostituées, sur des Africains, sur des enfants africains, qui les utilisent comme des cobayes, parce que ce sont nos États qui autorisent cela. Nos États le font alors que nous avons des enfants du Cameroun partout. Mais quand on va lire votre nom, Fotso, on va dire que vous êtes Bamileke. On va lire votre nom Abena, on va dire que vous êtes Betty. On va lire votre nom Unyobe, on va dire que vous êtes Bassa. On va lire votre nom Umfa, on va dire que vous êtes Peul. Et donc vous allez rester au Brésil, vous allez rester au Canada, vous allez rester aux États-Unis, alors que le Cameroun peut avoir besoin de vous. Alors que le Cameroun peut avoir besoin de votre cerveau, de votre expertise. Au Cameroun, on veut savoir si on veut faire des salamalek à Paul Biya. On veut faire des salamalek à Famenongo. On veut faire des salamalek à Grégoire Ona. C'est ce qu'on veut savoir. On veut savoir qui vous contrôle. On ne veut pas savoir ce que vous avez dans le cerveau, ce que Moundé, ce que Ngamou, ce que Ngomou, ce que Ntamak, ce que Moussinga, ce que Meka ont dans le cerveau. On ne veut pas savoir. On veut savoir d'où vous venez. Si vous êtes Sawa, si vous êtes Douala, si vous êtes Banen, si vous êtes Bafoun, si vous êtes Bakweri. C'est ce qu'on veut savoir. Voilà encore une idiote. Excuse-moi de t'appeler idiote, ma soeur. Ne viens plus jamais sur mon direct. Julien Biloa, ne viens plus jamais sur mon direct. Ne venez plus avec vos histoires de Bamileke qui foutent du bordel. Je ne veux plus vous voir sur mes directs. Je ne veux plus voir les racistes et les tribalistes africains, noirs et camerounais sur mes directs. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Quittez sur mes directs. Foutez le camp. Ceux qui insultent les ethnies, foutez la paix de mes directs. Foutez la paix. Je ne veux plus traiter avec le moindre Camerounais tribaliste. Je ne peux pas être en train de dénoncer le racisme chinois et avoir des tribalistes camerounais sur mon mur. Je ne veux plus de vous comme ami. Je ne veux plus de vous comme ami. Je ne veux plus de vous comme ami. Je ne veux plus traiter, même dans ma famille, avec des gens qui sont tribalistes. Je ne veux plus. Je ne veux plus autour de moi des tribalistes. Je ne veux plus quelqu'un qui pointe le Bamileke, le Betty, le Boulou. Je ne veux plus. Je les chasse. Je ne veux plus. On ne peut pas être en train de dénoncer ce qui s'en passe en Chine et on a des gens qui viennent sur mon mur, moi, Abdelaziz Moundé, sur mon direct, en train de parler des Bamileke et des... Je ne veux plus ça. Je ne veux plus. Quittez, non, je ne vous veux pas. Allez dans les directs des histoires de caleçons, de jupons, de Dieu, machin. Allez là-bas. Je ne veux plus vous voir sur mes directs. Je ne veux plus. Je ne veux plus vous voir. Je ne veux plus vous voir sur ma page Facebook, sur sur YouTube, Abdelaziz Moundé Djimam. Je ne veux plus vous voir. Je ne veux plus voir les tribalistes camerounais. Je ne veux plus les saluer. Je ne veux plus traiter avec eux. Je ne veux plus parler avec eux. Je ne veux plus parler avec vous. Je ne veux plus traiter avec vous.
Je ne veux rien faire avec vous. Je ne veux plus les histoires des camps, les histoires de Bami Pawa. Je ne veux plus. Celui qui vient sur ma page avec ce truc, je le chasse complètement. Chasse complètement. On en a marre de vous. On en a marre de votre merde. On en a marre de vos cerveaux, de vos ciboulets. On en a marre de ce que vous avez fait du Cameroun. On en a marre de votre flânerie sur les réseaux sociaux. On en a marre de vos odeurs fétides. On en a marre de vous, de vos autochtonismes. On en a marre de votre réduction. On en a marre de vos bantoustans ethniques que vous voulez mettre au Cameroun. On est en train de dénoncer ce qui se passe en Chine et vous m'amenez des histoires à la con sur cette page. À la con. Je ne veux pas. Quittez de vous-même. Quittez de vous-même. Quittez de vous-même. Quittez de vous-même. Ne me parlez plus. Ne m'appelez plus. Ne m'envoyez plus des messages inbox quand vous êtes des tribalistes. Si vous n'êtes pas des bâtisseurs de ponts, si vous voulez casser le pont des Bebda, allez retrouver ceux qui veulent casser le pont des Bebda. Ne m'écrivez plus rien du tout. Ne me félicitez plus en rien. Je ne veux pas traiter avec vous. Je ne veux pas traiter avec des tribalistes. Donc avant cette parenthèse, parce que j'étais obligé vraiment, je peux peut-être et je dois peut-être m'excuser pour le coup de sang, mais vraiment, ça, je suis franchement et je suis horriblement contre le tribal. Et ça ne passe pas chez moi, ni dans ma famille, ni dans mes amis, ni rien. Ça ne passe pas. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Donc, nous étions en train de parler au cours de cette veillée. Nous étions en train de parler de nos frères et sœurs. Voilà. Voilà. Nous étions en train de parler de nos frères et sœurs qui sont dans une situation horrible en Chine, dans la province de Canton, dans la ville de Canton. Nous avons choisi de faire cette veillée et on est pratiquement à 1 heure. Et je vous remercie d'être toujours là. Je vous remercie parce qu'on est africain. Vous savez, chez les Bétis au Cameroun, quand vous allez à Sao Tomé, quand vous allez chez les Fans à Sao Tomé, en Centrafrique, en Guinée équatoriale, au nord du Gabon, au sud du Cameroun, il y a le Silaou. Et le Silaou, c'est que quand il y a une situation, quand le deuil ou d'autres, on pose la question. On pose des questions. On se dit, comment dire ça, les vérités. Donc du coup, nous, ce que nous faisons en tant que panafricanistes engagés, qui sont sans complexe, c'est de dire que nous avons des chefs d'État qui portent la responsabilité, nous avons des dirigeants qui portent la responsabilité de ce qui nous arrive aujourd'hui. Tout à l'heure, en début de ce direct et en milieu, jusqu'ici, on a évoqué tous les enjeux. On a évoqué tous les enjeux qui sont liés à notre relation avec la Chine. On a évoqué tous les enjeux qui sont liés avec notre relation avec l'extérieur. La situation du Cameroun, on dit, on balaie devant sa porte. Le ministre Mbela Mbela, la première chose à faire, ce sont les règles et les usages de la diplomatie. C'est que quand les enfants du Cameroun sont touchés, comme en Chine, le ministre, votre collègue du Nigeria l'a fait hier comme il l'a fait vendredi, en convoquant l'ambassadeur de Chine. Première chose. Deuxième chose, sur la question de nos relations structurelles avec la Chine. Réduire le déséquilibre abyssal entre la Chine et l'Afrique de manière générale. Tout à l'heure, j'ai pointé les enjeux. 2000-2017, c'est plus de 400 milliards de dollars d'investissement. Et ces investissements recouvrent des techniques. Il y a l'aide gratuite, il y a les prêts concessionnels, il y a les dons, et puis il y a les prêts pour les infrastructures. La Chine est devenue le premier partenaire
de l'Afrique dans des secteurs comme la téléphonie mobile. Je rappelle que la fibre optique entre le Brésil et le Cameroun a été installée par la Chine. Je rappelle que les barrages de Mékine, Lompangar et d'autres projets sont financés ou tout au moins engagés avec la Chine. Je rappelle que le programme national de développement des infrastructures sportives au Cameroun, qui portait sur une enveloppe globale de près de 1500 milliards, avait été négocié en 2008 par le ministre. Autant pour moi, dans le prolongement du port de Kribi, ont été négociés avec la Chine. Donc c'est dit l'extrême dépendance de notre pays, le Cameroun, et de manière plus générale l'Afrique. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que le port de Mombasa est en prêt et il y a un contentieux. Et entre la Chine et le Kenya, il y a eu un problème judiciaire et diplomatique. Ceux qui construisaient la ligne de chemin de fer Nairobi-Mombasa, les Chinois, aujourd'hui sont en prison au Kenya. Le directeur général de la compagnie ferroviaire du Kenya est en prison. Le directeur de l'autorité foncière du Kenya est en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont été instrumentaux. Ils ont été dans la boucle de la corruption chinoise pour construire la ligne de chemin de fer Nairobi à Mombasa, qui abrite l'un des plus grands ports d'Afrique et l'un des plus grands ports d'Afrique de l'Est. Et tout à l'heure j'évoquais la question du local content, je la relie avec cette question d'éveil. C'est-à-dire que si le Kenya est déjà en mesure de mettre en prison des Chinois qui sont installés au Kenya et qui sont auteurs d'actes de corruption, c'est que les Africains aussi peuvent se réveiller. Et ce réveil-là, il doit être systémique. Il ne doit pas être un réveil d'émotion uniquement. Il ne doit pas être un réveil comme ça, de gens qui s'énervent de façon absolument outrancière. Il doit être aussi un réveil de logique, un réveil de fraternité, un réveil de construction. Ça s'appelait l'Union africaine. L'Union africaine ne doit plus être une coquille vide. Si on a choisi de nommer Tidiane Thiam comme coordonnateur de toutes les solutions que l'Afrique va trouver autour du coronavirus, il faut qu'on lui en donne les moyens. Il faut qu'on lui en donne les moyens. C'est-à-dire que les chefs d'État ne soient pas ceux qui bloquent les initiatives. Quand on parle de sortir de la dépendance, c'est aussi la transformation locale. Tout à l'heure, on a évoqué la question du local content. Le local content, c'est quoi? Le local content, c'est d'apporter votre savoir-faire, votre know-how quand quelqu'un vient dans un transfert ou un partage de technologie ou de construction de matières d'infrastructures. Le Nigeria, l'Angola, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie ont déjà amorcé cette situation de local content. Pourquoi? Parce que l'Éthiopie aujourd'hui, un des bastions de l'investissement chinois en Chine, puisque les salaires étant relevés en Chine, l'industrie textile chinoise s'est déportée sur l'est de l'Afrique, la corne de l'Afrique, notamment l'Éthiopie. Et vous avez vu, ils ont financé pour près de 600 millions de dollars encore un port, une ligne, un axe qui va donc d'Éthiopie, donc d'Addis Abeba, jusqu'à un port de Djibouti. Vous savez que la Chine est, comme d'autres pays occidentaux et d'autres pays, aujourd'hui, sur le plan stratégique, un des pays, une des puissances à avoir installé des bases militaires sur le continent. Ils ont toute une base à Djibouti, comme l'Inde a une base aujourd'hui à Madagascar. Les Anglais sont en train de revenir sur le continent. Vous savez que les États-Unis sont avec l'Africom sont installés sur le continent africain. Je ne parle pas des Français, dont une partie de l'Afrique leur appartient, c'est-à-dire le Cameroun, le Gabon, le Sénégal, le Tchad, la Centrafrique, c'est leur pays. Donc je ne parle même pas des Français, parce que ce cas-là, ça demande des journées de veillée, ça demande des journées de direct. Donc comme on était sur le cas chinois, c'est vraiment, c'était vraiment de sensibiliser en disant que haro sur le racisme, on stigmatise, on dénonce. Il y a des organisations qui luttent contre le racisme de manière beaucoup plus efficace encore. C'est-à-dire que ces dénonciations doivent être faites, amplifiées sur les réseaux sociaux, dans les médias et à travers nos conseils. Mais ensuite, maintenant, il faudrait que cette exaspération soit traduite de manière concrète. Il y a des gens qui demandent souvent où est-ce qu'on va trouver de l'argent. Mais on ne peut pas trouver de l'argent alors qu'on a. Je disais tout à l'heure qu'on est assis. Vous ne pouvez pas avoir de l'or et avoir des problèmes d'argent. On ne peut pas avoir de l'or et avoir des problèmes d'argent. L'Afrique a de l'or, l'Afrique a du diamant, l'Afrique a des matières premières stratégiques et centrales.
Donc, c'est à l'Afrique d'imaginer aujourd'hui. Il y a un plan de développement industriel de l'Union africaine, à partir du plan de Lagos et celui d'Abuja. C'est clair, c'est net, c'est sur le papier. C'est comme les lois au Cameroun. Elles sont disponibles, mais elles ne sont pas effectives. Donc, le problème de l'Afrique n'est pas un problème de disponibilité des compétences et des ressources. C'est un problème de volontarisme. C'est un problème d'amour et de patriotisme africain. Nous ne sommes pas encore assez africains. Nous n'aimons pas encore assez notre continent. Nous aimons nos villages, nous aimons nos pays, nous aimons nos ethnies, nous aimons nos tribus. Mais nous ne sommes pas encore assez africains pour aimer notre continent, pour aimer nos frères, pour aimer le frère qui est de l'autre ethnie, qui est de l'autre tribu. C'est un travail que nous devons faire sur nous et en nous. Et nous devons travailler également pour le contrôle citoyen de l'action publique. Vous avez au Cameroun un président qui est confiné, un président qui ne parle pas et tout le monde trouve ça normal. Vous avez au Cameroun un président qui depuis un mois est dans une situation où il se terre, alors que le pays est en train d'aller vers les 1000 cas. Le Cameroun est en train d'aller vers les 1000 cas. Vers les 1000 cas. Le Cameroun est en train d'aller vers les 1000 cas. Et le président de la République on nous dit qu'il est dans son village, qu'il serait dans son village. Ce n'est pas normal. Voilà les situations qui font qu'on nous prend dans le monde pour des gens insolites et rigolos. On ne peut pas avoir un pays où le président ne parle pas et ça ne dit rien à personne. Le président ne parle pas parce qu'il doit parler, il doit bavarder. Le président parle parce que c'est son rôle constitutionnel. Le président, dans l'article 6 de la Constitution, est celui qui représente l'État. Dans l'article 5 est celui qui définit et conduit la politique de la nation. Le président ne peut pas tout le temps déléguer ses responsabilités. Le Camerounais paye dans ses impôts, dans ces centimes additionnels communaux. C'est 10% de taxes qui sont prélevées pour financer nos communes. Le Cameroun paye dans son impôt sur le revenu des personnes physiques. Le Camerounais paye dans son impôt sur les sociétés de l'argent qui sert à financer des fonctionnaires qui ne font rien. Le Cameroun paye à la présidence de la République quelqu'un qui est secrétaire des conseils de ministres alors qu'on n'en tient pas. On ne tient pas des conseils de ministres, mais il y a un secrétaire des conseils de ministres à la présidence de la République. Et on ne peut pas demander au président de la République pourquoi il ne tient pas de conseil des ministres. Le président de la République n'a tenu aucun conseil de sécurité nationale, alors que Atangandi est secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Au lieu de s'occuper de ça, il va s'occuper des cagnottes pour extraire des lois de 83 et 85, alors qu'il a des prérogatives en tant qu'au Conseil national de sécurité. Et les questions de sécurité sont éminemment importantes en ce moment. Vous avez vu les conseils de guerre, les conseils de défense écologique, les conseils de défense avec les militaires dans des pays comme la France et ailleurs, aux États-Unis. Au Cameroun, il ne faut pas en parler. Au Cameroun, il faut rester silencieux. Pendant ce temps, nos frères camerounais, pendant ce temps, Franck Biya, les épouses de John Gouté, Alamine Mey et d'autres ont pu s'extraire de la quarantaine qui a été imposée à tous ceux qui venaient d'Europe, à tous ceux qui venaient d'ailleurs. Ils se sont extirpés. Et on a mis des Camerounais en quarantaine aujourd'hui qui sont en train de souffrir. Comment voulez-vous qu'on soit crédible quand on dénonce le racisme, quand vous avez des Camerounais qui sont mis en quarantaine et qui vivent dans des conditions abjectes, qui vivent dans des conditions difficiles, dans les logements sociaux à Yaoundé et à Douala, ou dans les hôtels? Comment voulez-vous qu'on soit crédible quand le fils du président est rentré au Cameroun avec sa famille, on ne l'a pas mis en quarantaine alors qu'il venait d'Europe comme Eric Golf Kouachou? Que l'épouse de John Gouté, qui est rentrée précipitamment au Cameroun quand on a décidé de fermer les frontières ici, soit rentrée au Cameroun sans qu'on ne la mette en quarantaine. Comment vous voulez qu'on soit crédible, qu'on accrédite notre parole quand il y a des situations comme celle-là? Donc, on le dit de manière claire. Si nous dénonçons avec vigueur, et on le fera toujours, le racisme qui touche les Noirs, je dis bien les Noirs, je ne transige pas sur cette question. Les personnes les plus touchées par le racisme dans le monde, ce sont des personnes de couleur noire dans le monde. En Inde, en Chine, en France, aux États-Unis, au Portugal, partout dans le monde. Dans le monde arabe, dans le monde africain, maghrébin. Quand on sera toujours dans la dénonciation, on nous pointera toujours les incuries de nos satrapies, les incuries de nos tyrans, les incuries. Regardez un enfant comme Eric Dior, un journaliste comme Eric Golf. Il a passé encore une nuit ce soir dans les géoles de la direction de la police judiciaire à Yaoundé.
Il est sorti de quarantaine. La quarantaine qu'on n'a pas pu imposer à Franck Biya, qu'on n'a pas pu imposer à la femme de John Gouté, qu'on n'a pas pu imposer à la femme d'Alamine May. Il est sorti le 2 avril de quarantaine, après y avoir passé plus de 3 semaines. Eh bien, on l'a foutu dans une cellule sans le contrôle d'un avocat, sans le respect des principes du code de procédure pénale. Donc, voilà donc la situation dans notre... Ce ne sont pas des digressions. Ce ne sont pas des digressions. Il faut que nous nous regroupions, que nous soyons ensemble, que nous formions cette famille africaine pour la dignité. Et la dignité, ce n'est pas simplement une proclamation. Regardez les Juifs, regardez les Chinois. Inspirez-vous, inspirons-nous d'eux. Regardez ces gens. Regardez ces gens. Quand nous parlons dans nos directs, quand nous parlons dans nos émissions, quand nous parlons dans tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour faire les beaux, ce n'est pas pour faire les intelligents, c'est pour sensibiliser, c'est pour réveiller, c'est pour qu'on soit ensemble. C'est pour qu'on soit ensemble, qu'on sorte l'homme noir de la caverne dans laquelle il s'est plongé volontairement et dans laquelle les autres l'ont enfoncé. Nous ne devons plus être les larbins, la remorque, le dernier wagon de l'humanité parce que nous en étions le phare. Et ce n'est pas moi qui le dis par afrocentrisme ou par chauvinisme, c'est la réalité historique, c'est l'histoire du monde. Nous ne devons plus être les serpillères du monde. Nous ne devons plus être la remorque du monde. Pour qu'en Chine, on se moque de nous. Pour qu'en Inde, on nous horrifie. Pour qu'en France, pour qu'en Angleterre, partout, on nous pointe toujours du doigt. Pour que nos footballeurs, comment ça se fait que les footballeurs noirs, les footballeurs africains ne soient pas encore sortis des stades, tous en Europe, quand on les siffle, quand on leur jette des pots de banane, quand on les traite de singes? Pourquoi Kylian Mbappé s'obstine à jouer? Pourquoi Pogba s'obstine à jouer dans des stades où on nous insulte? Si les footballeurs africains et noirs sortaient des stades en Europe, il n'y aurait pas de championnat pendant un moment. Voilà la preuve, il n'y a pas de championnat et rien ne se passe. Voilà, il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de problème. On n'est pas tous morts. On ne meurt que quand on est infecté. Donc si Kylian Mbappé, Pogba avaient décidé de sortir des stades, peut-être que ce problème serait déjà réglé. Si Samuel Eto'o et les autres avaient tous décidé à un moment, les Drogba, ils font un mouvement, ceux qui sont à la retraite comme ceux qui sont sur les stades. S'ils le font, le racisme dans les stades va baisser, diminuer au moins. Il sera contenu. Si les footballeurs africains noirs, partout dans les grands championnats d'Europe, dans les grands championnats du monde, s'ils le font, mes chers amis, mes frères et sœurs, vraiment s'ils le font, on verra les résultats concrets. Si en France, les Africains et les Noirs de France arrêtent de se diviser en nationalités, en papier et sans papier, en statut, en ceux qui ont les pavillons et les HLM, et s'occupent de ne plus avoir un seul Noir qu'on insulte, un seul Africain qu'on insulte pour sa peau, pour sa couleur, on aura conquis quelque chose. Si au niveau du Cameroun, nous avons le contrôle citoyen de ce que nous faisons, si au niveau du Cameroun, le président n'est pas Dieu, le ministre n'est pas une sorte d'ange, le président n'est pas quelqu'un d'infaillible, eh bien, on aura réussi quelque chose. On saura que quand le ministre des Relations extérieures du Cameroun ne convoque pas l'ambassadeur de Chine pour protester contre ce qui se passe contre ses enfants, ses compatriotes, on saura que c'est une faute. Et les citoyens vont donc s'adresser à lui de manière organisée. Concernant notre dépendance économique, qui fera l'objet d'autres directs, d'autres rencontres, d'autres travaux, concernant notre dépendance économique, il est temps qu'à travers et via la crise du coronavirus, parce qu'une crise, ce sont des opportunités au sens asiatique du terme précisément, il est temps qu'on repense les liens, la dépendance de l'Afrique, la question de la transformation, la question du lien entre les diasporas compétentes, les cerveaux qui sont partis, les cerveaux qui sont en diaspora, les Africains, les personnes d'origine africaine et leur continent. Que les solutions africaines qui sont proposées au Cameroun, au Sénégal, au Cap-Vert, au Malawi, au Tchad, en Guinée-Bissau, en Guinée, en Gambie, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Bénin, au Sénégal, au Malawi, au Zimbabwe, au Lesotho, au Swaziland, en Afrique du Sud, en Namibie, en Angola, au Congo, en RDC, à Djibouti, en Éthiopie, en Égypte, en Érythrée,
au Maroc, en Libye, en Égypte, en Algérie, en Mauritanie. Je veux citer ce soir les 54 pays africains au Soudan du Sud. Je veux citer ces 54 pays africains pour nous porter au Cap-Vert, à Sao Tomé et Principe, en Guinée équatoriale, au Gabon. Je veux citer les 54 pays africains pour nous porter au Congo-Brazzaville. Je veux citer ces 54 pays pour galvaniser chaque Africain. Pour dire à chaque Africain qu'il est acteur important de ce qui va se passer après le coronavirus et demain pour l'Afrique. Et demain pour le monde noir. Que nous ne sommes plus et nous ne devons plus être la risée du monde. Oui, il faut que cette négrophobie à travers le monde disparaisse. Que nous atténuions cette négrophobie. Que le regard que nous avons sur nous-mêmes, le regard extrêmement tribaliste, chauvin, autochtoniste, ici, que chacun d'entre nous développe, que ce regard-là soit atténué par la force de la fraternité. Il faut que les peuples africains retrouvent leur fraternité. Il faut que tous les Bassa qui sont dans les 18 pays africains se retrouvent. Il faut que les Tikars qui sont en Nubie, qui sont au sud de l'Égypte, qui sont au nord du Soudan, qui sont au nord du Cameroun, qui sont chez les Bamoun, qui sont chez les Baleng, qui sont chez les Bafoussam, qui sont chez les Bangan Fondi, chez les Bangan Fokam, chez les Banganté, que tous ces Tikars se retrouvent pour montrer notre transversalité africaine. Qu'Angombe, les Mongo, les Douala du Cameroun, les Kota du Gabon, les Teke du Gabon, les Mboshi du nord du Congo se retrouvent. Il faut qu'ils se retrouvent et que nous ne soyons pas là dans des histoires ridicules et totalement illogiques d'autochtonie au Cameroun qui ne sont justifiées par rien sinon que du ressentiment politique et politicien. Cheikh Anta Diop est venu dans notre pays. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas ma pauvre petite personne qui le dit. Cheikh Anta Diop, après le colloque de 1979 de Garoua, sur le premier colloque d'archéologie au Cameroun, monté par le professeur Joseph-Marie Essomba. Ce sont nos sommités chez nous au Cameroun. Après le premier colloque de Garoua de 1979, Cheikh Anta Diop, et c'était sa dernière conférence, est venu au Cameroun en février 86, et il a tenu une conférence ressensitisante sur le peuplement ancien du Cameroun. Aucune de nos ethnies là, aucune de vos tribus là, aucune de nos ethnies, ni les Bamou, ni les Douala, ni les Peuls, ni les Bamileke, ceci, personne n'est autochtone de notre pays, personne. Personne n'est autochtone du Cameroun, personne. Si on vous le dit, c'est qu'on ment. L'installation des Douala sur les côtes du Cameroun est récente. L'installation des Bamoun, les Bamoun qui sont venus par les Tikars en 1394 est récente. L'installation d'un certain nombre d'ethnies et de tribus au Cameroun est récente. On ne peut pas combattre le racisme si on est tribaliste. On ne peut pas combattre le racisme si on est tribaliste. On ne peut pas être contre le racisme, la négrophobie qui touche. Et vous avez vu, le mardi 26 mars 2019, les Européens, via une résolution du Parlement européen, ont pointé pour la première fois l'afrophobie comme étant la définition du racisme structurel. Vous pouvez vous procurer ce document en PDF sur Internet. C'est la résolution du Parlement européen du mardi 26 mars contre l'afrophobie, dont la négrophobie. Dans ce document en filigrane, qu'est-ce qu'il est dit? Que vous et moi qui regardiez, qui ont la couleur noire, la peau d'ébène, la mélanine, que nous sommes les victimes parce que nous ne profitons pas assez des droits et de l'égalité, ce qui est la définition du racisme structurel. Nous sommes les victimes de l'inégalité par excellence. Les 15 millions de Noirs en Europe, c'est la déclaration, c'est cette résolution qui le dit. Ce n'est pas Abdelaziz Moundé, ce n'est pas Kémy Séba, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas Egonchi ou quelqu'un d'autre. Les personnes que vous appelez souvent des illuminés. Et les personnes qui sont des spécialistes du droit, les personnes qui sont des personnes de sociologie juridique, donc de la dynamique et de la vie du droit, peuvent se procurer ce texte-là, le lire et se replonger là-dedans. Voir comment les 15 millions de Noirs européens sont victimes de cette négrophobie et voir comment on a enjoint un certain nombre de pays africains
de pays européens, autant pour moi, à traduire dans leur législation nationale un certain nombre de politiques pour lutter contre cette afrophobie, cette négrophobie, qui touche les 15 millions de Noirs et de personnes d'origine africaine, d'ascendance africaine en Europe. Et ces Noirs-là, ces Camerounais-là, qui sont Bamoun, Bamileke, Douala, Sawa, etc. Comment on peut être Douala et être maire en France, adjoint au maire à Paris, ou voilà, Ngacha, il est dans le 9e arrondissement, il est en position d'être maire, il est Bamileke du Cameroun. On a des Camerounais dans tout, on a 350 élus camerounais en France, 350 élus, dont un maire à Bonn, notre frère Tchato, qui est maire à Bonn. Comment on peut venir du Cameroun depuis 20 ans et on est maire en France et on ne peut pas être maire dans la ville où on est né au Cameroun? Et il y a des gens qui soutiennent ça. Et vous voulez qu'on soit crédible quand on est en train de se battre contre ce que les Chinois font? Comment on peut être maire en France? Comment on peut avoir la nationalité française quand on a fait seulement 3, 4, 5 ans en France? Et quand vous arrivez à Bafoussam, quand vous arrivez à Fumban, si vous êtes Douala à Fumban, si vous êtes Bakweri à Fumban, on vous dit qu'auparavant, vous êtes des étrangers. Mes amis, quand on est né à Fumban, on a vécu à Fumban, on peut être maire de Fumban, quelle que soit son origine au Cameroun. C'est ce qu'il faut mettre dans la tête de chaque Camerounais. Parce que nous venons en Afrique, nous venons en France. Nous sommes venus prendre des places en France. Nous sommes venus nous installer en France. Voilà des Camerounais. Joël Didier Ngo, il est sur la liste des socialistes, des écolos dans le 11e arrondissement. Dieudonné Ngomou, il est sur la liste des socialistes dans le 18e arrondissement. Arnaud Ngacha, ils sont nombreux. Ils viennent d'où? On leur a demandé leur tribu? Non. Demain, peut-être Dieudonné Ngomou sera adjoint au maire dans le 18e. Bamileke de Bachingu, dans le Ndé, dans l'ouest, au Cameroun. Quelqu'un qui a grandi en Konsamba, à Yaoundé. C'est ça. C'est cela que nous voulons en Afrique. Si nous voulons que l'Afrique soit grande et belle, il faudrait que le type qui a un ancêtre qui est parti de Ngombe, quelqu'un qui est parti de Ngombe, dans l'Équateur, en RDC, et qui est venu s'installer sur les rives du Vouri, qu'on n'appelait pas Vouri, parce que Vouri c'était Oli, c'était le neveu de Mehdi, qui est venu s'installer sur les rives du Vouri. Il ne faudrait plus qu'il nous raconte des balivernes sur les histoires d'autochtones. Il ne faudrait pas qu'un Bamoun qui descend de Charienne, qui est venu de l'Adamawa, nous vienne nous raconter des balivernes sur les autochtones au Cameroun. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Parce que vous êtes toujours venus de quelque part pour prendre des places. Pour prendre des places. C'est-à-dire que les Bassa et ce qu'on appelle les Bakoko, c'est-à-dire que les Mpo, les Bati, les Batoba, Mokoko, ceux qui sont anciens, ceux qui sont là, ils sont venus, ils ont trouvé des gens là qu'ils ont parfois repoussés. Et ça s'est passé comme ça dans notre pays, le Cameroun. C'est pour ça qu'on nous appelle l'Afrique en miniature. Et on ne veut pas. Il faut combattre cela. S'il y a des gens qui sont en train de nous créer les grands Sawa, les grands Bamoun, les grands Bam, il faut les combattre. Et nous les combattrons. Parce que ce sera une bataille idéologique, une bataille d'avenir. Nous ne voulons pas vivre dans une Afrique de bantoustan ethnique. Nous voulons vivre dans une Afrique où on combat la négrophobie, où on combat le racisme à l'extérieur, mais où chez nous, on est entre frères. Et je le dis parce que je balaie devant ma porte. Mes frères Bamoun et sœurs Bamoun savent très bien comment je suis intransigeant. Chaque fois qu'un de mes oncles m'a parlé d'un Bamileke, j'ai fermé mes oreilles, j'ai bouché mon nez, j'ai fermé mes yeux. Je ne veux rien entendre de mauvais sur une stigmatisation ethnique. Chaque fois qu'un ami, un frère, Bamoun m'a parlé d'un Douala, d'un Néondo, j'ai fermé mes yeux, j'ai bouché mon nez, j'ai fermé ma bouche et mes oreilles. Je ne veux rien entendre sur la globalisation d'une ethnie. Quand on est ministre comme Laurent Esso, quand on est ministre comme Famé Nongo, quand on est ministre ou sénateur comme Momon Dioya, on l'est pour soi, on ne l'est pas pour son ethnie. Il faut qu'on arrête en Afrique le lien entre la personnalité, le président de la République, le ministre et son ethnie. Laurent Esso, c'est ce ministre, il est ministre, il n'est pas ministre des Sawa, des Douala. Mbomon Dioya, quand il a été ministre, il n'était pas ministre des Bamoun. Nganou Ndjoumessi n'est pas ministre des Tcham. Grégoire Ona n'est pas ministre des Zéondo de Ngomdiap. Il faut qu'on arrête cela. Si on a arrêté cela, on pourra d'une part combattre avec acharnement le racisme
et d'autre part combattre avec acharnement le tribalisme, et on aura des pays qui seront des bijoux. On sera des pays qui seront des bijoux. Moi, je ne veux pas accompagner le colonel Lamberton. Et je vais combattre cela. Je ne veux pas qu'un enfant lise les bêtises, les balivernes, l'acrimonie raciste de Lamberton qui a fait du Bamileke le caillou dans la chaussure du Cameroun dans la revue de défense nationale en mars 1960. Je ne veux pas accompagner Lamberton. Je ne veux pas accompagner Lamberton dans sa bêtise crasse. Lamberton, c'était un raciste français. C'était un suprémaciste français. Lamberton, c'était un colonialiste français qui voulait dominer et maîtriser le Cameroun ad vitam aeternam, comme Roland Pré, comme Mesmer et d'autres. Et je ne veux pas les accompagner. Et donc, si nous les accompagnons, c'est que nous n'avons rien compris à la marche du monde, à la géopolitique du monde. C'est que nous n'avons rien compris. Nous avons notre nombril d'ethnie, de tribu. La tribu, c'est très bien, c'est beau, c'est exaltant. Moi, quand je vois le Ngouon chez les Bamoun, c'est magnifique. Quand je vois les Douala vibrer au Ngondo, quand je vois le Yam Yam chez les Bafoussam, quand je vois le Nyem Nyem dans le nord, c'est beau. Mais la tribu, ce n'est pas tout. La tribu, c'est un des éléments. C'est l'Afrique qui compte. C'est l'Afrique qui est notre dépassement dans le monde. Et il n'y a pas de tribu, d'ethnie au Cameroun sans l'Afrique. Parce que quand vous fouillez toujours par les brassages, par les origines, par les migrations, vous venez toujours de quelque part en Afrique. Les Peuls, ce qu'on appelle les Fulbés, les Torobés, et un certain nombre de composantes ethniques. Ils viennent du Massina, ils viennent du Fouta Toro dans le nord du Sénégal, près de la Mauritanie. Ils viennent du Fouta Djalon dans le sud du Sénégal. Ils viennent du Massina. Les Bamaha qui sont dans le sud de Bazou, dans le Ndé, ils viennent de chez Soundiata Keita. Ils sont grands et forts comme ça, comme des gens au Mali. C'est ça le peuplement du Cameroun. Et pour combattre les racistes, il faut combattre les tribalistes. Il faut combattre les tribalistes. Il faut combattre les tribalistes. Avec acharnement, avec argument, avec détermination. Et c'est le travail que je fais modestement. C'est le travail que nous faisons. C'est le travail que nous allons faire en tant qu'Africains, ceux qui veulent suivre cela. On ne peut pas vouloir installer le siège du Grand Sawa à la Villa Mandé-Sibel en combattant les Bamileke alors que Mandé-Sibel était un Bamileke venant de l'Ouest Cameroun. C'est totalement incohérent. Et avec ça, vous voulez combattre le racisme. Mandé-Sibel, c'est quelqu'un qui venait de l'Ouest Cameroun chez les Bamoun et les Bamileke. Il est venu chez les Douala. Il a été intégré, assimilé comme l'Afrique le faisait avant chez les Bels. Il a pris le nom de Mandé-Sibel, effectivement. Et aujourd'hui, il y a un problème, un litige familial et juridique sur sa villa. Et certains s'imaginent en train d'aller installer le siège de leur regroupement ethnico-ethnique là-bas, alors que ça doit être la célébration de la fraternité africaine et camerounaise. Et nous veillerons à cela. Nous veillerons à ce que tous ces tribalistes, tous ces ethnicistes, tous ces suprémacistes camerounais, nous veillerons à ce que idéologiquement ils soient combattus, parce que nous ne pouvons pas être en train de nous battre contre la négrophobie, contre l'afrophobie à travers le monde, et que chez nous, qu'on nous demande si nous avons nettoyé, si nous avons balayé sur notre propre porte, devant notre propre porte. C'est le message que je souhaitais passer ce soir à travers cette veillée où nous avons évoqué un certain nombre de sujets liés à notre dépendance extérieure vis-à-vis de la Chine, qui fait qu'on ne peut pas protester contre les Chinois. Les Chinois, c'est le premier partenaire commercial de l'Afrique, c'est le premier partenaire commercial du Cameroun, c'est le premier bailleur de fonds au Cameroun, c'est le 5e client du Cameroun, c'est 3 000 milliards d'investissements en près de 20 ans au Cameroun, c'est 1 700 milliards d'encours de dette. Nous avons un stock de dette très important avec la Chine, et on comprend pourquoi le ministre de la Relations extérieures ne peut pas protester contre l'ambassadeur de Chine, mais on n'accepte pas cela. À travers le contrôle citoyen panafricain, le contrôle citoyen camerounais, il faudrait que nos élites dirigeantes comprennent que plus jamais ça sur le continent africain. J'ai voulu ce soir que nous partagions la peine de nos frères d'Afrique, tous ensemble ce soir, que nous partagions la peine de nos frères africains à Canton, à qui on pointe le fait d'avoir introduit du coronavirus, alors qu'on sait très très bien
que le 17 décembre, le premier cas, le patient zéro de l'histoire de l'humanité, de ce virus Covid-19, baptisé le 11 février par le directeur général de l'OMS, Coronavirus Disease 2019, le 17 décembre, c'était dans la province du Wuhan, dans le centre de la Chine, le 17 décembre. Donc les Chinois doivent assumer leurs responsabilités et ne pas l'attribuer à des Africains. À partir du moment où on a aujourd'hui 1 700 000 personnes touchées dans le monde de ce coronavirus, on a 3 milliards de personnes confinées, on a 400 000 personnes qui en sont guéries, mais on a déjà plus de 100 000 personnes, qui en sont touchées. Au Cameroun, nous sommes à près de 880 cas, on sera à près de 1000 cas. Il faudrait prendre conscience de cela, mais surtout penser à chacun d'entre nous. Le monde de demain sera un monde d'empathie. Ce ne sera pas un monde de séparation, de séparationnisme ethnique dans la tête et dans le cerveau. Ce sera un monde d'empathie et de fraternité. Moussango Ben Abignon, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec chacun d'entre vous ici, ce soir, ceux qui ont bien voulu m'écouter. Je serai demain, après-demain, autant pour moi en direct. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Abdelaziz Moundendjibam, la chaîne YouTube. Nous avons besoin de 1000 personnes, 1000 abonnés pour faire des directs sur la chaîne YouTube, pour ne pas être signalé, comme c'est souvent le cas. Nous avons besoin de 1000 personnes. Allez sur ceux qui suivent. Nous sommes près de 3000 ce soir sur ce direct à suivre à la fin du direct, puisque c'est marqué 668. Donc on est à peu près à 2400, 2500 personnes, voire 3000. Donc la chaîne, c'est Abdelaziz Moundendjibam. Abdelaziz Moundendjibam. Le lien peut être disponible. Je vais envoyer le lien en commentaire sur ce direct. Abdelaziz Moundendjibam. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube où nous allons discuter de ces questions panafricaines, ces questions camerounaises, de lutte contre le tribalisme, de lutte contre le racisme, du développement de l'Afrique, de local content, de transformation des matières premières, de dignité, de valorisation de l'Afrique et du monde noir dans le monde. Allez-y, dormez en paix pour ceux qui sont dans des pays où on est à 1h du matin, 1h30. Bonne nuit à vous. Boulou Babouam, comme on dit chez les Douala. Moussango Ben Abignon, une fois encore. Que la paix soit avec vous. Africa indépendance.